Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici tout de suite les titres de ce mardi. L'accord de Brexit reçoit un premier soutien des députés au Parlement britannique. L'adoption de la loi d'application va permettre une étude du texte dans les détails, mais les députés ont rejeté le calendrier des débats qui était proposé. Recep Tayyip Erdogan parle d'un accord historique sur la Syrie conclu lors d'une réunion avec Vladimir Poutine à Sotchi en Russie. Le président turc laisse aux Kurdes un nouveau délai de 150 heures, au terme duquel Turcs et Russes entameront des patrouilles. Affaiblis mais reconduits, les libéraux de Justin Trudeau se sont imposés en tête des législatives, mais sans obtenir la majorité absolue. Il leur faudra donc nouer une alliance pour certains votes. Tous les détails dans un instant. Une bonne nouvelle puis une mauvaise dans la même heure. L'accord de Brexit a reçu un premier soutien des députés au Parlement britannique en cette soirée décisive. L'adoption de la loi d'application va permettre une étude du texte dans les détails. Mais dans un second temps, les députés ont rejeté le calendrier des débats qui était proposé. Les explications de Maxime Baïs. La victoire aura été de courte durée pour Boris Johnson. Après avoir remporté un vote de principe sur l'accord de sortie de l'Union européenne, les députés britanniques ont finalement rejeté le calendrier d'adoption proposé par le gouvernement. 308 voix en faveur pour 322 voix contre. L'ancien maire de Londres n'a pas réussi à faire plier une chambre des communes refusant de se prononcer dans des délais aussi limités. Pari perdu donc pour le truculent Premier ministre qui a fait d'une sortie au 31 octobre l'axe majeur de sa politique de Brexit. Pari perdu, à moins qu'il n'applique la menace formulée plus tôt dans la journée et qu'il ne convoque des élections législatives anticipées dans les jours à venir. Scrutin pour lequel il est donné favori. Au terme d'une réunion au sommet sur l'offensive turque en Syrie, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine sont parvenus à un accord à Sotchi en Russie. Le président turc laisse aux Kurdes un nouveau délai de 150 heures, à l'issue duquel Turcs et Russes entameront des patrouilles. Moscou et Ankara prennent donc ensemble le contrôle de la majeure partie du nord-est de la Syrie, une zone en proie à un conflit croissant entre militaires turcs et combattants kurdes. Après 6 heures de négociations, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont décidé dans un premier temps de déployer des patrouilles militaires russes et syriennes dans les secteurs de la bande frontalière bordant la zone où l'armée turque a déclenché début octobre une opération militaire. Les forces des YPG doivent se retirer dans un délai de 150 heures à partir du 23 octobre à midi, au-delà de 30 km avec leurs armes. Les fortifications et positions de l'organisation seront détruites. Au terme des 150 heures, des patrouilles turques et russes vont commencer à une profondeur de 10 km à l'ouest et à l'est de la zone de l'opération Source de paix. Les terroristes de Tal Rifat et Minbej sortiront de cette zone avec leurs armes. Grâce à un travail long et intensif, nous sommes parvenus à prendre des décisions qui, selon moi, sont très importantes, voire décisives, et qui permettront de résoudre la très grave situation de crise à la frontière turco-syrienne. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont par ailleurs entendus pour faciliter le retour volontaire de réfugiés en Syrie. Enfin, la Turquie gardera la haute main sur la zone située entre la ville de Tal Abyad, qu'elle a prise au début de l'offensive, et celle de Ras El Ain, dont les derniers combattants kurdes se sont retirés dimanche. Sur un autre théâtre du conflit syrien, le président Bachar al-Assad a effectué une visite inédite près de la ligne de front à Idlib, une province contrôlée par des rebelles et des djihadistes dans le nord-ouest de la Syrie, une province que le régime de Damas entend bien reprendre. Une nouvelle journée de tension est attendue en Bolivie après une nuit d'incidents. Un appel à la grève générale a été lancé. Alors que les derniers résultats lui donnent subitement une avance plus large, le président sortant Evo Morales est accusé par son adversaire de fraude. Les observateurs internationaux ont également fait part de leur inquiétude. Et puis la fronde sociale se poursuit aussi au Chili. Les émeutes et les pillages ont fait déjà 15 morts. De nouvelles manifestations et grèves étaient prévues aujourd'hui. Pendant ce temps, le président Sebastián Piñera a annoncé une réunion des partis politiques dans l'espoir de trouver une sortie de crise.
qui est parti d'une hausse des prix du métro. Il y a quelques jours, c'est en Équateur que les manifestants protestaient contre une hausse des prix du carburant. L'Amérique latine affronte donc une série de contestations. Les éléments déclencheurs sont différents, mais y a-t-il des racines communes à tous ces mouvements ? C'est ce que j'ai demandé à Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS. Je vous propose d'écouter sa réponse. Je pense que ce qu'il y a de commun à ces scénarios en Amérique latine, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ailleurs, au-delà, en Algérie, au Liban ou en France avec les Gilets jaunes. Il y a effectivement des racines communes. Ces racines communes, eh bien, c'est, disons, des mouvements sociaux qui sont créés par, disons, les effets à long terme, à retardement de la grande crise économique mondiale de 2008 qui a modifié et qui a, disons, fait souffrir beaucoup de groupes sociaux dans beaucoup de sociétés parce que cette crise s'est traduite partout par à la fois une hausse des inégalités, le retour de pauvreté structurelle, dans le cas chilien avec une explosion même de la précarité dans le travail qui touche en particulier les jeunes et les femmes qui sont de plus en plus diplômées, qualifiées et qui sont les premières victimes de cette précarisation des sociétés. À cela s'ajoutent des réductions des ressources des États pour les services publics. Bref, tout ce qui finalement, disons, met les États dans l'obligation d'apporter des protections économiques, sociales et démocratiques à leur population. Tout ça se réduit fortement depuis 10 ans. Et c'est en fait ça les vraies racines. Affaibli mais reconduit, Justin Trudeau est arrivé en tête des législatives face au jeune conservateur Andrew Scheer. Il peut rester en poste tout en ayant perdu sa majorité absolue. Les explications d'Olivier Péguy. Au Canada, le Premier ministre sortant Justin Trudeau est reconduit à son poste. Son parti libéral a remporté les législatives de ce lundi, mais il n'obtient qu'une majorité relative de sièges alors qu'il avait la majorité absolue dans l'Assemblée sortante. Cela signifie qu'il va devoir trouver un partenaire de coalition pour gouverner. En tout cas, même s'il est affaibli, Justin Trudeau savoure sa victoire. Nous défendrons le Canada dans toute sa diversité. Nous donnerons la parole aux sans-voix et dans toutes les décisions que nous prendrons en tant que gouvernement, nous donnerons toujours la priorité à notre pays et à ses citoyens. Selon les observateurs, Justin Trudeau devrait engager des négociations avec cet homme, Jagmeet Singh, le chef du nouveau Parti démocratique, une formation de gauche qui a obtenu 24 sièges. Objectif, s'assurer du soutien de ce parti lors de certains votes à la Chambre des communes. Justin Trudeau, réélu dans sa circonscription à Montréal, pourra-t-il aussi compter sur le soutien des Québécois ? Le Bloc québécois, formation indépendantiste, a gagné des sièges au détriment du Parti libéral de Justin Trudeau. Le chef du Bloc a conditionné tout éventuel soutien au prochain gouvernement. Le Bloc québécois peut, au mérite, collaborer avec n'importe quel gouvernement. Si ce qui est proposé est bon pour le Québec, vous pourrez compter sur nous. Si ce qui est mis de l'avant est nuisible pour le Québec, le Bloc se dressera sur le chemin. Sur l'échiquier politique canadien, le Parti conservateur est en recul. Son chef, Andrew Scheer, a d'ailleurs reconnu sa défaite électorale, mais il a prévenu que la tâche de Justin Trudeau ne serait pas simple, n'ayant pas de majorité absolue. D'après les experts, les gouvernements minoritaires au Canada ont une espérance de vie estimée à moins de 2 ans. Dans l'actualité également, des milliers de tracteurs sur les routes de France et d'Allemagne aujourd'hui. Les agriculteurs se sont rassemblés pour dénoncer le manque de considération et l'agribashing dont ils se disent victimes. Des agriculteurs qui somment leurs dirigeants respectifs de répondre à leurs inquiétudes entre revenus en berne et retard de paiement des aides européennes. Et puis restons en Europe où la France et l'Italie sont quant à elles critiquées par la Commission européenne pour leur projet de budget 2020. Pour en parler, on rejoint Grégoire Laurie, notre correspondant. Alors Grégoire, Bruxelles pointe du doigt un manque d'efforts pour assainir les finances publiques. Cette surveillance fait partie d'une procédure à laquelle l'Union européenne s'est habituée dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Depuis la crise économique, l'Union a mis en place en 2010 ce que l'on appelle le semestre européen, qui a été renforcé par différents textes. L'objectif est de coordonner les politiques économiques des États membres et éviter ainsi des déséquilibres majeurs. L'un des moyens est donc l'observation des budgets des pays de la zone euro. Au 15 octobre, les États membres doivent transmettre leur plan budgétaire annuel. La Commission a alors 7 jours pour demander des précisions. Elle a ensuite jusqu'au 30 novembre pour formuler son avis.
En cas de manquement par un gouvernement, l'institution peut alors demander une révision du plan budgétaire. Enfin, si un État membre refuse de faire les ajustements nécessaires, après de nombreuses étapes, la Commission, avec l'accord des États membres, peut engager des mesures restrictives et des sanctions économiques. Merci Grégoire. Et comme chaque soir désormais, nous vous proposons de faire un tour d'horizon des sujets traités par les autres services linguistiques d'Euronews, en partie en version originale. In der norwegischen Hauptstadt Oslo hat ein bewaffneter Mann an einer Unfallstelle einen Krankenwagen gestohlen. Anschließend fuhr er... Et on commence avec nos confrères de l'équipe allemande qui reviennent sur ce dramatique événement en Norvège où la police a arrêté un homme armé suspecté d'avoir volé une ambulance à Oslo. Il aurait renversé des piétons. Plusieurs personnes, dont une femme et un enfant, sont blessées selon la police qui a précisé ignorer la nature de l'incident et rechercher un deuxième suspect. Hintergrund gibt es laut der Polizei im Moment keine Anhaltspunkte. Es werde aber in alle Richtungen ermittelt, hieß es. L'équipe russe revient quant à elle sur le déploiement par les États-Unis lundi de troupes et de dizaines de chars en Lituanie pour une rotation de 6 mois. Une opération de dissuasion adressée à la Russie. Dans le même temps, environ 900 parachutistes biélorusses et russes participaient à des exercices militaires conjoints près de Brest, en Biélorussie. Et puis près de 800 migrants et réfugiés ont été transférés dans la région d'Athènes depuis les îles de Samos et de Lesbos. En Grèce, les autorités tentent de désengorger les camps surpeuplés sur ces îles où se trouvent plus de 33 000 migrants et réfugiés, selon une agence des Nations Unies. Et partons à présent au Japon où s'est déroulée une cérémonie grandiose d'intronisation de l'empereur. C'était au palais impérial de Tokyo. Le récit est signé Stéphanie Morbois. Tout un symbole, l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako du Japon sous les baldaquins de leurs trônes respectifs pour l'intronisation du nouvel empereur. Tous deux étaient vêtus de tenues traditionnelles réservées pour ce rituel exceptionnel. S'en est suivie une cérémonie somptueuse au palais impérial de Tokyo en présence de 2000 invités, dont des chefs d'État et dignitaires de quelques 180 pays. Un moment solennel, rythmé par de brefs gongs et roulements de tambour dans la salle des pins du palais impérial. L'empereur Naruhito est le 126e souverain du Japon. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Euronews. L'information continue tout de suite. Je vous donne rendez-vous demain soir pour Euronews Soir. D'ici là, passez une très belle soirée.